Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 39. Des transgressions conscientes. Vers une inconscience de la conscience. Comment un sportif hors norme peut-il transgresser les règles déontologiques de son sport et de son métier? Une simple arnaque sportive. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Un sportif de haut niveau, professionnel ou amateur, représente souvent, à lui seul, une grande entreprise économique. Autour de lui gravitent des marques, des moyens d'information, des managers, des personnes du corps médical. Il peut gagner et faire gagner beaucoup d'argent. Aussi, l'équipe d'encadrement est-elle parfaitement sélectionnée. Il peut réussir à obtenir des appuis, au plus haut niveau sportif et même politique, d'un pays. Des conflits d'intérêts économiques sont habilement établis, afin d'asseoir la notoriété du sportif et de son équipe. Il se retrouve rapidement, surpuissant, dans tous les sens du terme. L'extravagance des exploits d'un sportif hors norme, l'auréole d'une couronne apparemment indestructible. Alors tout lui apparaît permis. Il peut faire régner la terreur et la loi de l'omerta. Il peut faire imposer le silence, à qui tenterait de démontrer que les exploits obtenus ne semblent pas naturels. Tout l'univers qui gravite autour de lui est parfaitement conscient des soupçons qui entourent ses exploits, mais les complicités sont toutes puissantes. Il convient également de faire semblant de ne pas voir, de ne pas savoir et surtout de ne rien dire. Il s'agit, avant tout, de conserver en l'état, la poule, aux œufs d'or. Alors les plus hautes instances sportives, du sport considéré, n'hésitent pas à tricher, si nécessaire. Des journalistes trop prévenants sont mis sur liste rouge et simplement écartés du milieu. Le chantage y est également organisé. Toutes les influences sont utilisées jusqu'à la corruption et l'association de malfaiteurs. Les tactiques utilisées sont tout simplement celles utilisées par les groupements mafieux. Il y faut aussi des complicités dans les plus hautes instances sportives nationales et internationales. Jusqu'au jour où avez-vous pris des produits pharmaceutiques détournés de leur objectif thérapeutique pour améliorer vos performances sportives? Oui.
Mais, pour parvenir à un tel aveu, un rapport de 1000 pages aurait été indispensable, après 6 mois d'investigation. Plusieurs dizaines de témoins ont dû être auditionnés. Il a fallu obtenir et recueillir les dépositions des anciens coéquipiers. Toutefois, aucun complice ne sera inquiété et aucun nom ne sera dévoilé, seulement quelques suspicions. Les responsables des événements sportifs, eux, ne savent pas. Ils ne sont au courant de rien. Seule, l'ampleur de chaque événement, par sa médiatisation et ses conséquences en rentabilité pécuniaire, compte. Les intérêts économiques passent avant toute autre considération. Alors, bien évidemment, les responsables prennent le prétexte de l'engouement et de la ferveur des spectateurs et surtout ceux des téléspectateurs. D'énormes montants de transactions sont versés pour pouvoir obtenir les droits de transmission. Sur le plan financier, cet événement sportif est venu confirmer l'excellente santé de l'épreuve sportive, en très forte hausse par rapport à l'édition précédente. À partir de l'avènement du sportif incriminé, le chiffre d'affaires d'un événement aurait connu une progression constante, pour passer de 50 millions d'euros à 77 millions d'euros en 7 ans, soit une rentabilité assurée par ce sportif de plus de 50%. Il est facile de comprendre qu'il puisse y avoir autant de dissimulation. Qu'en est-il de la santé des sportifs? Qui sont les complices? Les performances étaient pourtant considérées comme très inquiétantes, très préoccupantes et particulièrement indécentes. L'annonce de la fin de sa carrière aurait été un soulagement. Le bilan est grave, avec 7 années de règne et de triche, sur l'un des sports les plus populaires au monde. Cependant, ce qui doit passer avant toute autre considération, ce sont les réseaux de vente des marques qui gravitent autour du sport et qui font des marges considérables grâce à lui. Alors toutes les précautions auraient été prises, par tous les membres de l'équipe, qui savaient très bien qu'il était susceptible qu'il soit surveillé. Tout était mis en œuvre pour que cette équipe soit la plus rentable possible, dans tous les domaines envisageables, y compris, indirectement, pour celui de la santé. Tout y aurait été organisé d'une façon scientifique et économique. Les complicités étaient internationales, y compris dans le milieu médical qui utilisait des compétences particulières, jusqu'à l'utilisation d'un laboratoire ambulant, avec toutes les précautions d'usage. Un protocole et un suivi quasi scientifique étaient mis en place pour toute l'équipe. Des produits médicamenteux, très efficaces, n'auraient été utilisés qu'avec la certitude d'une impossibilité de leur détection. Ce sont des millions d'euros qui étaient en jeu. Tous les moyens coercitifs étaient mis en œuvre pour pouvoir maintenir le silence, par un fonctionnement mafieux de l'organisation. Où est la responsabilité du sportif, dopé, qui se retrouve face à une machine économique impitoyable? Doit-il rester le seul puni d'un système où les complicités sont multiples? Il s'agit, en fait, d'un modèle qui impose sa loi et où le sportif n'a pas d'autre alternative que de suivre les injonctions sous-jacentes d'un pouvoir économique sans scrupules. Dans le cas contraire, s'il s'y oppose, le sportif n'existera plus. Son sort de sportif de haut niveau rejoindra celui des anonymes. Ses perspectives de carrière seront irrémédiablement anéanties. Pour celui qui oserait révéler les pratiques qu'il a constatées et qu'il désapprouve, celui-là deviendra vite un paria qui a transgressé les règles établies. Les conséquences en seront irrémédiables. Qu'en est-il alors de sa conscience? Vers une inconscience collective. Il y aurait des organisations collectives et industrielles coordonnées par des États. Parce que le sport y montrerait une image positive d'un pays, des systèmes de santé et de régulation du sport y sont particulièrement performants. La corruption faciliterait de telles pratiques. Les dérives sont tellement importantes que le sport de haut niveau serait actuellement considéré comme l'école de la triche. La course aux podiums et de ses valorisations oblige à l'aboutissement de ces dérives. L'aboutissement en serait une médicalisation des performances. On appellerait cela une préparation médicale. Certains médicaments resteraient encore indécelables au contrôle, parce qu'ils permettent une fabrication naturelle, par le corps, d'androgènes et de corticoïdes.
La dérive consisterait aussi à passer de la présomption d'innocence, qui est la règle communément admise pour tous les échelons de la société, à une suspicion légitime, qui serait la règle pour le sport de haut niveau. Il est pourtant très simple de démontrer que la corruption, le chantage et les extorsions de fonds sont des pratiques courantes dans le milieu du sport. Les sportifs sont incités à se doper pour pouvoir monter sur les podiums. Il leur suffit ensuite de reverser une partie des gains obtenus pour que le silence soit établi. Les fédérations sportives règlent aussi la note lorsqu'elles sont confrontées à des possibilités d'exclusion. Les pays n'hésitent pas non plus à payer pour obtenir la réalisation des épreuves sportives les plus valorisantes sur leur sol. La corruption est globalisée. À cause de telles pratiques, les sportifs ne doivent plus seulement être considérés comme des tricheurs mais aussi comme des victimes de pratiques totalement immorales. Mais, qu'est-ce que ces pratiques mafieuses ont à faire avec la morale ? Un athlète de haut niveau est souvent fragilisé psychologiquement et donc très influençable. Aussi, ce qui peut paraître complètement incongru, c'est de retirer les victoires acquises après une persuasion de dopage. Tous ces sportifs sont soumis au même régime. La collusion de complicité est parfaitement établie pour tout le système. Le mensonge, par omission, est la règle généralement admise ainsi que l'hypocrisie. Les enjeux politiques et financiers sont tellement considérables que la dérive vers le crime organisé deviendrait inéluctable. Bien évidemment, ces pratiques ont des conséquences sur la santé des athlètes. À titre d'exemple, les joueurs de football américains auraient une espérance de vie moyenne, qui serait actuellement limitée à 53 ans. Où en est-on de la conscience sportive collective ? Un champ magnétique matriciel. Une matrice, ou autrement dit, un champ magnétique généré par les réactions affectives de chaque entité vivante pourrait avoir une influence sur le comportement magnétique de la Terre. Il apparaîtrait réaliste de considérer qu'une volonté d'action concertée d'une population pourrait impacter directement le champ magnétique qui dirige la vie sur la planète. Le champ magnétique pourrait en retour avoir une très grande influence sur des impacts immunitaires des espèces, mais pas seulement. Il pourrait aussi influencer des périodes de troubles favorables ou défavorables aux espèces. Évidemment, aucune personne ne peut avoir conscience du lien qu'elle pourrait concrétiser avec la planète par ses pensées ou par ses actions. Et pourtant il apparaîtrait qu'il s'agit bien d'une influence réciproque nous concernant. Il apparaîtrait alors essentiel de créer des interactions les plus harmonieuses possibles avec notre environnement immédiat. L'harmonie pourrait être considérée comme un langage entre l'individu ou une collectivité d'individus. Les émotions personnelles, dans les traditions ancestrales, étaient considérées comme pouvant se refléter dans la spiritualité cosmique. La qualité des émotions est-elle mesurable ? Or, il s'avérerait que nos émotions affecteraient directement notre état psychique, physiologique, psychologique et même physique de chacun d'entre nous. Le cœur apparaît comme étant l'élément corporel le plus puissant générateur électrique et magnétique. Le cerveau possède également un champ électrique et un champ magnétique. Cependant, ils apparaissent bien plus faibles que ceux du cœur, d'un rapport d'un centième pour le champ électrique et d'un 5/1000 pour le champ magnétique. Or, notre monde physique est composé de ces deux champs énergétiques et il suffirait de modifier un de ces deux champs d'un atome pour changer sa valeur. En fait, les émotions de notre cerveau ou de notre cœur suffisent à modifier les champs électriques et magnétiques de notre corps, mais aussi ceux de tout ce qui nous entoure. Un champ énergétique serait à l'origine de toutes les réalités physiques qui nous entourent. Ainsi, lorsque nous engendrons des sentiments, ceux-ci modifient les champs électriques et magnétiques de notre cœur. Les modifications réalisées dans le monde quantique se répercuteraient dans notre monde physique. De cette façon, il s'avérerait que nos émotions, nos sentiments et nos expérimentations qui interfèrent sur nos champs électromagnétiques de notre niveau quantique créeraient des schémas se répercutant aussi dans notre niveau physique. Cela pourrait signifier que ce que nous projetons comme devant se réaliser soit indispensable afin que cela puisse se réaliser. Il existe une interdépendance entre la conscience humaine et son environnement. L'espace lui-même représenterait un niveau de pensées et de conscience.
Il existerait un champ dans l'espace. Notre existence physique serait la matérialisation de ce champ spatio-temporel. Cela concernerait la probabilité des possibilités quantiques à la réalité de notre univers. Comment utiliser le langage de l'émotion humaine pour pouvoir communiquer avec le champ de la matrice universelle? Les sentiments ressentis représentent un langage transmissible. Un sentiment produit aurait une conséquence sur l'organisation quantique moléculaire. Chacun serait en mesure de participer à la grande organisation de la vie. Chacun aurait l'opportunité de modifier ses propres conditions de vie ainsi que l'organisation générale de la vie. La participation et l'influence seraient collégiales. L'observation de l'univers physique représente la conséquence de sa réalité. Chaque élément du vivant représente d'infimes particules d'un univers qui se réalise d'une manière participative de chacune de ces particules. Il s'agit d'une participation à son élaboration. La recherche du savoir oblige à découvrir sans finalité. L'obligation de vouloir comprendre oblige à rechercher indéfiniment, sans espoir de pouvoir atteindre l'ultime réponse. L'état de conscience correspond au résultat des recherches. C'est la conscience qui créerait l'univers physique. Le sentiment et la conscience pourraient être à l'origine de la création. Quelles sont alors les conséquences de nos pensées sur notre planète? Le pouvoir de changer nos pensées aurait pour conséquence des changements de croyances. La vie serait alors liée aux diverses formes de croyances. Quelles sont donc les origines des croyances? Les croyances proviennent des diverses informations transmises par les diverses cultures liées aux populations. Quelles seraient donc les conséquences des croyances erronées transmises de génération à génération? Le pouvoir des cultures serait la conséquence du pouvoir de la conscience. Le pouvoir des croyances est alors très lourd de conséquences sur l'avenir de l'espèce humaine et par voie de conséquence sur toutes les espèces. Nous sommes tous constitués de particules atomiques. Nos particules sont interconnectées entre elles. Ce sont des particules quantiques capables de communiquer entre elles, dans le passé et dans le futur. En effet, les particules auraient la particularité de pouvoir changer leur passé pour leur permettre de se transposer dans le futur. Puisque chaque espèce est constituée par des particules quantiques, l'aspect particulier de transformation des particules du passé vers le futur devrait permettre aux espèces de pouvoir procéder des mêmes transformations. Le pouvoir des particules nous oblige à devoir prendre conscience de nos propres pouvoirs. Or, ce serait la force de la conscience qui permettrait aux particules quantiques d'établir la consistance de l'organisation des organismes physiques. La matière constituant notre univers physique n'existerait pas sous la forme attribuée par nos sens. Les recherches au niveau de l'atome confirmeraient que la matière n'existerait pas sous la forme que nous lui attribuons. La réelle existence de la matière ne se révélerait qu'à partir d'une force, celle d'une force maintenant les ensembles par l'action de la conscience. Il s'agirait d'un champ d'énergie permettant la cohérence des ensembles. La croyance serait un code utilisant les champs énergétiques, que seraient les champs des possibilités, pour les transformer en une réalité apparente de cet univers physique. La croyance serait donc un code permettant la transformation des possibilités en réalité. Dans le champ des probabilités, toutes les possibilités existeraient dans l'avenir des possibles. L'accès à toutes les possibilités s'établirait ainsi à partir de la conscience de chaque élément du vivant. Ce serait alors à partir de l'accès au sentiment que l'avenir se réaliserait. Une croyance résulterait de la combinaison d'une pensée et d'une émotion. La pensée se produirait à un certain niveau de la conscience. L'émotion se produirait à un autre niveau, créatif, de cette conscience. La conjugaison des deux éléments permettrait la réalisation d'une pensée en sentiment. La nature d'un sentiment serait donc la conséquence d'une combinaison entre l'émotion et la pensée. La nature d'un sentiment serait aussi la combinaison de divers éléments. La croyance serait ce qui transforme des possibilités de physique atomique en champs d'ondes. Pendant longtemps, il a été enseigné que la molécule atomique était comparable à un système planétaire. Maintenant, il serait plutôt comparé à une énergie. L'atome ne serait plus assimilable à une particule physique, mais à des ondes énergétiques.
Pour changer la valeur d'un atome, il suffit d'en changer son énergie. Pour changer la matière physique de l'univers, il conviendra de changer l'énergie dans laquelle cette matière est organisée. C'est le champ atomique qui définit le comportement de la masse atomique. Or, le champ est composé d'énergie électrique et d'énergie magnétique. C'est la réalisation de ce champ qui détermine la liaison de l'ensemble. Si l'on change la valeur du champ électrique, le comportement de l'atome s'en trouve affecté. L'effet Stark est la modification d'un état électronique par l'action d'un champ électrique, ayant pour conséquence une modification atomique. Un changement du champ magnétique modifie également la valeur atomique. Un changement de champ électrique ou magnétique permet de modifier les valeurs atomiques. L'univers physique serait constitué d'énergies électriques et magnétiques, et donc d'atomes. Il s'avère que le cœur est l'organe d'un corps qui développe le plus d'énergie électrique et magnétique. Le cœur est considéré comme le secteur corporel créateur des sentiments. Les sentiments créeraient des ondes électriques et magnétiques à partir du cœur. Rappelons que les champs électriques du cœur sont 100 fois plus puissants que ceux du cerveau et ces champs magnétiques le sont 5000 fois plus. Il suffit d'extrapoler son influence sur le réseau atomique qui l'entoure pour comprendre que le cœur serait en mesure de changer les valeurs atomiques de chaque personne et par voie de conséquence celles de l'univers aussi. Les croyances créent des ondes électriques et changent les valeurs des ondes magnétiques. Les croyances créeraient de cette manière les réalités terrestres et l'univers physique en changeant les valeurs de la matière. L'oscillation d'une onde et son mouvement d'aller-retour est contraire à une onde stationnaire. Les possibilités quantiques de la vie seraient liées à ces ondes oscillantes. L'onde stationnaire correspondrait à une réalité du vécu. Les possibilités quantiques sont liées au phénomène de l'intrication des particules. Les atomes sont constitués d'ondes stationnaires. Les possibilités quantiques sont des ondes oscillantes. Les croyances émergentes de notre cœur seraient constituées par des ondes stationnaires. Les croyances détermineraient donc les réalités présentes. Une particule physique telle qu'un photon peut se mouvoir en qualité de matière, mais aussi en qualité d'une onde énergétique. Son comportement est simplement lié à la connaissance d'un expérimentateur. La conscience de cet expérimentateur se sera avérée capable d'influencer le physique. En fait, ce qui est considéré comme un observateur est en réalité un participant. En conclusion, tout participant dans l'univers physique aurait ainsi la capacité d'influencer son environnement physique. Il s'avérerait également que plus un participant s'intéressait au comportement d'une onde et plus son influence deviendrait importante. La réalité serait considérée comme tributaire de l'attention qui lui sera apportée. Alors, sur quelle portion de notre vie devons-nous porter notre attention, pour pouvoir en modifier sa réalité ? Nous serions tout simplement les initiateurs de notre réalité, à partir de nos croyances. La particularité de l'intrication des particules réside dans leurs interconnexions. Ce serait l'énergie qui maintiendrait cette singularité des interconnexions. Alors est-ce que la matière qui compose chaque entité physique a une influence sur l'univers physique ? Il s'avère effectivement qu'un ADN serait capable de modifier l'organisation préliminaire de photons subitement mis en son contact. La matière physique, de quelle entité physique que ce soit, serait capable d'influencer le comportement de l'organisation intrinsèque de l'univers physique. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que lorsque l'ADN est retiré d'une mise en contact avec des photons, ceux-ci conserveraient l'organisation préliminaire qu'ils avaient initialement adoptée en présence de cet ADN. Il s'agirait du phénomène dit de l'ADN fantôme. Autrement dit, tout influence tout, dans l'univers physique. Un champ d'énergie peut être mesuré autour de chaque espèce animale ou végétale. Pour les êtres humains, ce champ est observable à une distance située entre 2,50 m à 3 m de diamètre. C'est en tout cas la distance évaluée actuellement par les moyens techniques utilisés. Or, il s'avérerait que le champ évalué d'un cœur humain pourrait avoir une étendue de plusieurs kilomètres. Il semblerait que la double hélice de l'ADN pourrait se dilater et se contracter en influençant le taux de DHA, déhydroépiandrostérone.
Les sentiments qui se traduiraient par une modification du champ du cœur sembleraient également affecter et influencer le taux de DHEA de notre ADN. Les émotions seraient donc ressenties par l'ADN de chacune de nos cellules. Les émotions seraient ainsi susceptibles d'affecter l'organisation de la matière. Le champ des ondes électromagnétiques émises par notre corps et notre cœur serait donc susceptible de changer notre environnement physique. Les champs d'ondes émis pourraient donc modifier l'organisation globale de l'espace universel. Il y aurait bien une interconnexion entre les espèces et leur environnement. Il s'agirait d'une interaction entre des champs individuels et un champ global. Une interaction entre des consciences individuelles et une conscience globale. Alors qu'il avait été considéré que l'espace était du vide, il s'avérerait que le vide de l'espace est quasiment empli d'un certain volume énergétique. Il y aurait aussi des zones énergétiques servant à connecter l'ensemble du cosmos. L'espace semblerait se comporter à la façon des connexions neuronales d'un cerveau. Les émissions d'énergie transmises par les espèces seraient-elles transmises par l'intermédiaire de ces connexions du cosmos? Il serait alors possible d'envisager que l'énergie cosmique représenterait une matrice intemporelle de tout ce qui est en relation avec la réalisation de l'univers physique. L'intrication de l'univers physique correspondrait elle aussi à l'intrication de l'univers quantique. Dans un hologramme, chaque fragment, aussi infime soit-il du modèle, contient le modèle dans sa totalité. Cela devrait signifier que chaque unité d'une espèce considérée, dans notre univers physique, représenterait à lui seul l'ensemble de l'univers physique. Un hologramme original étant découpé en une infinité de fragments, chaque unité de fragment représentera l'hologramme originel. Selon ce principe, si l'on découpe l'univers physique en portions de plus en plus fines, chaque morceau représentera la totalité de cet univers. Il devient donc alors possible de considérer que tout élément, aussi petit soit-il, tel qu'un virus, représentera une unité d'espèce, correspondant à l'univers physique à l'intérieur duquel il se trouve. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, un changement apporté à un seul des éléments holographiques, et celui-ci sera immédiatement répercuté à tous les autres éléments de la fragmentation holographique. En conséquence, il suffirait de modifier les valeurs d'un élément d'une espèce considérée et fragmentée de l'univers physique pour changer tout l'ensemble des valeurs de l'univers physique. D'après cette démonstration holographique, chaque unité de l'espèce humaine serait en mesure de modifier les valeurs de l'univers physique. Nous serions évidemment des modèles de l'univers physique. Il suffirait donc de modifier les valeurs émises par notre cœur pour qu'elles puissent se réaliser. Or, ce qui est plus surprenant, c'est qu'un événement pensé pour qu'il se produise se produirait avant la modification initialement pensée. Comment l'information se véhicule-t-elle dans l'espace? L'information initiale semblerait ne pas avoir à voyager pour se transmettre. L'information serait une partie inhérente à l'espace modifié. Chaque pièce d'un hologramme demeure connectée à toutes les autres pièces et inversement. Chaque sentiment ferait donc partie intégrante de l'ensemble auquel il appartient au sein même de l'univers physique, qui lui-même est la répercussion de l'univers quantique. Il suffirait de quelques volontés concertées dans l'ensemble de l'espèce humaine pour pouvoir modifier les valeurs intrinsèques de l'espèce humaine. Chaque élément de l'univers physique est une représentation holographique. Chaque unité de chaque espèce représenterait le reflet de cet univers holographique. Dans un hologramme, il n'y a pas de notion de distance ni de temps. Tout est situé dans chacun des éléments de l'hologramme. Chaque décision élaborée dans une vie est capable de déclencher un processus dans la partie interne de chacun. Or ce processus interagit aussi avec l'ensemble de la matrice. Des expérimentations individuelles peuvent démontrer que des sentiments et des émotions provenant du cœur peuvent provoquer un changement dans l'ADN de l'expérimentateur. Les changements dans l'ADN seraient alors répercutés au niveau quantique de l'univers. Une émotion cohérente partagée serait susceptible de transformer des éléments décisionnels de participations universelles. S'il nous était possible de connaître le langage de la matrice, nous pourrions en modifier son contenu. Cette conception de notre univers nous permettrait de pouvoir participer volontairement aux élaborations de son champ de conscience.
de pouvoir ainsi participer au projet de la conscience globale. Il apparaîtrait possible d'établir des changements à des processus électroniques par la seule volonté de la conscience. Autrement dit, il serait apparu que des dispositifs électroniques se seraient avérés en capacité de comprendre des changements dans la conscience des humains. Mais les faits ont été plus surprenants de constater que des enregistrements électroniques étaient survenus avant même qu'un événement se soit produit et que ces faits aient pu modifier l'état de la conscience globale des habitants de la planète. Un champ de conscience globale enregistrerait par avance la réalisation d'un événement particulier, mais de grande ampleur sur la planète. Cela signifie-t-il qu'il serait possible de prévoir des événements importants à l'avance? Un champ holographique, intriqué, s'apparentant à des circuits neuroniques, pourrait s'identifier à un filet énergétique. Nous serions ainsi connectés à une structure d'énergie réagissant à notre conscience et faisant aussi réagir notre conscience. Les informations que nous recueillons, à partir des expériences ou des expérimentations dans chaque vie, ne seraient pas stockables dans le cerveau, mais dans le champ d'une conscience globale. Ce stockage globalisé des informations serait-il accessible à la conscience individuelle de chaque unité de chaque espèce? Est-il possible, à partir d'un sentiment, d'accéder à la connaissance globale de l'univers physique, de la matrice? Le fait de se poser la question de savoir si telle information est déjà existante pourrait peut-être déclencher le processus de recherche. Un sentiment de recherche, concernant une information particulière, pourrait être utile au développement du bon schéma autorisant l'accès à l'information à rechercher, au niveau du champ holographique de la conscience globale de la matrice. Un état de conscience, altéré, permettant d'accéder à des niveaux de connaissance particuliers. L'information étant holographique, il suffirait de pouvoir obtenir l'accès à l'holographie quantique de la conscience globale. Il pourrait y avoir un pouvoir du sentiment, de l'intuition ou de l'émotion. La pensée et le sentiment y seraient différenciables. Cependant que la pensée et l'émotion peuvent fusionner pour créer une influence. Pour comprendre l'organisation de l'univers physique, il importerait de le penser en termes d'énergie, de fréquence, de vibration et d'information, selon Nikola Tesla. Le niveau de conscience, au cours des expériences de la vie, est particulièrement réduit, par rapport à des expériences vécues en état de mort provisoire ou imminente. La conscience, détachée du corps permettrait, au contraire, de remettre en question le modèle de notre réalité. Le cerveau pourrait n'être qu'un filtre très réducteur d'informations. Il ne s'agirait que d'une très petite fraction des informations pouvant être mises à disposition. Il y aurait une conscience analytique réservée à la matière dite physique, pendant qu'une conscience extraneuronale intuitive serait, elle, liée à des perceptions extrasensorielles. Il y aurait des états d'expansion de la conscience et des états modifiés de conscience, à partir d'une possibilité de ne plus avoir à passer par les sens normaux de détection. Les rêves représentent un tout autre état. Le rêve aurait la faculté de se déployer, autour du dormeur, à la façon d'un hologramme. Des personnages, connus généralement, auraient la faculté de pénétrer dans le rêve d'un dormeur. Le propre de n'importe quelle vérité essentielle est que son contraire contient aussi une vérité essentielle, selon Niels Bohr. Une évolution de la conscience implique de tout prendre en considération. Un état modifié de conscience permet de se confronter à une réalité inattendue. Il permet notamment de savoir mieux gérer la nécessité d'humilité envers soi-même et surtout envers tout l'entourage et l'environnement. La vie n'est pas qu'une enveloppe physique constituée d'une conscience. La vie c'est d'abord une conscience qui s'est transposée dans une enveloppe physique pour pouvoir y réaliser des compétences, des expérimentations. Elle est là pour acquérir des connaissances et un savoir. L'interaction entre les deux aspects de la personnalité consisterait en une dualité nécessaire entre la conscience et l'esprit. Le physique servant l'esprit, l'expérience servant la conscience. Une anatomie spirituelle de l'enveloppe charnelle permet de mieux comprendre les actions réciproques de chaque élément corporel rattaché à chaque niveau énergétique lié à la conscience. Les déficiences de connaissance des zones énergétiques d'un corps qui n'utilise qu'un faible pourcentage de ses facultés empêchent de comprendre le fonctionnement des modèles émotionnels en activité.
L'incursion dans l'univers physique permettrait de réaliser les expériences dont la conscience aurait besoin. Elle permettrait la compréhension détaillée de ce que représente la réalité de la conscience. Le but des métempsychoses répétitives serait une nécessaire évolution de la conscience, d'abord individuelle puis collective et enfin globale. La conscience globalisatrice permettrait aux consciences collectives et individuelles de se régénérer. Tous les possibles seraient réunis dans une information globale, selon la physique quantique, et il appartiendrait à chacun de venir y puiser ce qu'il aurait besoin. Des conditionnements permettraient de suivre le champ des possibles à partir de ce qui serait nécessaire et peut-être indispensable, sans doute défini par avance. Les états de conscience particuliers permettraient à ceux qui en ont disposé de pouvoir différencier l'essentiel du superflu. Les notions matérialistes volontairement inculquées par les oligarques dirigeants qui veulent continuer à faire croire qu'au-delà de la mort tout s'arrête ne devraient pas perdurer. Tout est conscience dans l'univers physique et la répétition des passages servirait à permettre de récupérer l'information indispensable à l'expansion des consciences. Le matérialisme ne serait rien d'autre qu'un outil de propagande. Une imperceptibilité événementielle. Nous avons des temps perceptibles, évidemment, mais nous aurions aussi des temps imperceptibles. Le temps, qui passe, ne serait qu'une succession d'événements. Ces événements pourraient être séparés par des zones sans perception ayant des temps différents. Il s'agirait d'un potentiel de perception dont les conséquences seraient particulièrement déroutantes. Surtout pour celui qui n'a pas conscience de telles particularités. Il convient de comprendre que ces potentiels ne sont pas évaluables ni prévisibles. Le libre arbitre du choix resterait inchangé. Cependant que des informations pourraient être recueillies à partir de ces potentiels particuliers. Le processus permettant d'appréhender les temps imperceptibles serait difficilement contrôlable. Chaque entité dans l'univers physique est constituée d'un corps physique et d'un corps énergétique enveloppant le corps physique. Cette enveloppe énergétique pourrait être chargée de recueillir des informations en même temps qu'elle serait susceptible d'en transmettre. Cette enveloppe serait en relation avec les vitesses d'intrication du quantique, mais aussi en relation avec des vitesses superlumineuses. Il y aurait un univers superlumineux qui représenterait une supraconscience. Dans cet univers, cela serait l'instantanéité qui prévaudrait. Il pourrait s'agir d'un espace qui permettrait d'identifier un événement avant sa cause. Cela concernerait le passage à des niveaux de temporalité différents, par l'intermédiaire de cette enveloppe énergétique. Mais, puisqu'il y aurait des potentialités réciproques, à partir de notre énergie, la diffusion des pensées devient accessible à chacun. La pensée créerait des potentiels, dans des temps différenciés, et qui sont utilisables par des tiers. Les temps imperceptibles auraient la faculté de renseigner les potentiels en fonction des nécessités. Le dédoublement ne serait pourtant pas pris en considération par la communauté scientifique, toujours réticente aux nouvelles découvertes. Le dédoublement de la personnalité, dans des temps différents, permettrait d'être celui qui était, celui qui est, et celui qui sera. Tout serait réuni dans un même temps. La mémoire serait liée à un futur possible, simplement fabriqué par une pensée. Si l'énergie est de la masse, selon Einstein, la pensée, considérée comme énergie serait alors liée à une masse. Dès que la pensée, qui s'établirait dans un temps imperceptible, c'est-à-dire non perçu par son auteur, la conséquence de cette pensée serait de l'énergie perdue. Il deviendrait donc important de récupérer de l'énergie complémentaire en conséquence. La complémentarité énergétique, à partir de la pensée, provoquerait l'éternité. Cela n'est évidemment pas le cas dans l'univers physique, mais il le devient dans la persistance de la conscience. Il y aurait, à l'identique des particules, un dédoublement de la personnalité dans les temps différenciés. La pensée représente la science du futur de chacun. Ces connaissances acquises par l'intermédiaire des temps différents, auraient-elles une utilité dans le quotidien ? Selon ces potentiels de la pensée, il suffirait alors de savoir reconnaître son propre futur, c'est-à-dire les raisons de sa vie, pour que tout découle selon la logique des temps. Le futur serait créé avant d'être vécu, à l'évidence.
Chaque événement se présente comme un futur actualisable dans le présent de la pensée. Tous les événements futurs seraient mis à disposition dans le temps imperceptible. Il n'est donc pas possible de le connaître à l'avance. La sensation de pouvoir vivre dans un modèle de hasard ne serait que l'exploitation d'un destin établi par un modèle de pensée. Il suffirait ainsi de penser à un avenir souhaité pour qu'il devienne une possibilité. Cela ne serait alors que des suggestions d'avenir, où le hasard n'a pas sa place et le destin pas davantage. Il s'agirait alors d'une organisation du futur. Les passages obligés par l'univers physique seraient bien la conséquence d'une obligation de connaître. Ce serait le corps énergétique qui permettrait toutes les liaisons avec la conscience de la pensée et plus précisément avec les pensées de la conscience, individuelle, collective et globale. Le sommeil, paradoxal, où le cerveau présente une activité électrique maximale, comparable à celle de l'éveil, équivaudrait à de la décorporation. Les particules sont duales, car elles sont à la fois ondes et corpuscules. Tout, dans l'univers physique étant exclusivement constitué de particules, tout se retrouve en état de dualité. Chaque élément vivant est un assemblage de particules constituées d'énergie de pensée. L'énergie devient alors de la pensée. Selon ces protocoles de pensée, l'esprit devient immortel. Lorsqu'il quitte l'univers physique, que nous appelons la mort, l'esprit devient une naissance dans un autre temps de la conscience. Il s'agit à chaque fois d'une nouvelle ouverture temporelle, d'un côté et de l'autre de ces deux temporalités entre la naissance et la mort physique. Le sommeil paradoxal servirait de transition entre le corps énergétique et une conscience temporelle de l'avenir. Une incompréhension entre le temps événementiel et le temps énergétique ne permet plus de comprendre la raison de l'existence dans l'univers physique. La vie servirait à appréhender un futur organisé. La pyramide oligarque, qui dirige, ne veut surtout pas que les peuples sachent qu'ils peuvent prendre leur destin en main sans aucune nécessité d'une représentation qui les asservit au lieu de les servir. La pensée servirait de potentiel pour soi, mais également pour les autres. Un théorème, qui consiste à être démontré par un raisonnement, précise qu'il suffirait de penser le bien à faire à autrui pour qu'un autre pense à nous le faire. Il convient donc d'arranger le futur pour pouvoir le vivre. Les principes vitaux permettent de réaliser, sans avoir à penser. Il suffit donc d'admettre la nécessité de vie dans plusieurs temps, comme principe vital, pour accepter sa propre condition de vie. Le dédoublement du temps représenterait un principe universel permettant de comprendre le fonctionnement de notre devenir. Or, il suffit de comprendre le modèle de pensée de la société humaine pour en comprendre son futur. Il s'avère que le modèle humain est dicté par une volonté néfaste à l'épanouissement de tous ceux qui n'entrent pas dans la doctrine oligarque, c'est-à-dire les populations qu'ils ont asservies. Il suffirait de penser à mieux vivre pour le proposer aux autres et faire barrage aux pensées néfastes à la société humaine. Toutes les pensées organiseraient les conséquences de chacune de ces pensées. Un concept d'attribution. Les attributs accordés aux dieux, chaque religion ayant les siens, seraient inhérents aux humains eux-mêmes. L'éternité des dieux ne serait qu'un concept des humains. Les sectes religieuses institutionnelles, c'est-à-dire celles qui se situent dans l'organisation des prises de décision politiques des États, mais aussi toutes les autres, participent à des modèles d'organisation de la société humaine. Les religieux, c'est-à-dire toutes les personnes qui font du prosélytisme, d'une quelconque façon que ce soit, sont les responsables de leur culture religieuse réciproque. Leurs vérités ne sont pas des réalités. Leurs valeurs n'ont de vérité que pour ceux qui sont aptes à les admettre. Elles dépendent de chaque culture et à un instant précis. Les dogmes religieux sont des affirmations considérées comme fondamentales, intangibles et incontestables. Tout dogme, cohérent d'apparence, devient une idéologie, c'est-à-dire un système d'idées prédéfinies. Les dogmes existent à tous les niveaux de l'organisation sociale humaine et pas seulement chez les religieux. L'idéologie est un endoctrinement assorti des répressions nécessaires à son maintien. Lorsque les religions sont liées à un pouvoir politique, elles deviennent manipulatrices des masses populaires afin d'exercer un pouvoir sur elles.
Les personnalités individuelles doivent comprendre les corrélations entrant en conflit avec leurs propres connaissances intuitives, à partir des nouveaux schémas de connaissances. La propulsion dans des nouveaux concepts serait particulièrement déstabilisante. Les croyances préétablies sont difficilement gommables. Pour ceux qui auraient plus de facultés d'adaptation, des décisions intuitives et soudaines seraient beaucoup plus rapidement exerçables. Chaque individu posséderait toutes les connaissances dont il aurait besoin, il lui suffirait de les mettre en pratique. L'intuition serait souvent le meilleur moyen d'y accéder. Il y aurait des expansions de conscience, aux proportions exponentielles, qui seraient accessibles à chacun. Il se trouve aussi que l'information intuitive n'est souvent recevable que par une intégrité propre à chaque personnalité. L'expansion de la conscience exigerait une intense honnêteté et une connaissance intime de la personnalité intrinsèque. La réalité n'est ni utilisable ni manipulable, elle est en soi. Les réalités auraient le degré d'organisation qui serait souhaité. À partir d'un champ expansionniste de perception, il suffirait de focaliser l'attention sur toutes les zones, sans distinction, pour pouvoir être efficient. Réussir à focaliser son attention sur les zones non perceptibles normalement, ouvrirait les champs d'une réalité non admissible. Cet inconvénient provient de la perception physique. Cette perception ne tient pas compte des environnements invisibles à nos sens physiques. De la même façon, une conscience, dont les mécanismes de perception seraient différents, ne percevrait pas les éléments physiques qui nous entourent. D'où cette déduction, difficile à notre compréhension, que ce que nous voyons de l'organisation physique, ne résulte que de nos pensées qui la perçoivent. En d'autres termes, nous maintiendrions cette organisation parce que nous la créons. Nous utiliserions les atomes et les molécules pour y transposer nos idées. Pourtant la matière physique ne l'est que lorsque nous la considérons ainsi. L'organisation ne serait que transposée de l'intérieur de la conscience vers l'extérieur qui serait le physique. Nous formerions d'instinct la réalité que nous connaissons. Cependant, lorsque nous quittons l'univers physique, il nous faut nous adapter ou nous réadapter à la non-perception de cette vérité vers une autre réalité, celle de la conscience. Évidemment, lorsque la conscience accompagne le physique, elle s'adapte à cette probabilité. La personnalité serait donc, de par ce fait même, située dans le domaine du multidimensionnel. L'identité dépendrait à la fois des concepts psychologiques et de la globalité des souvenirs. Quant à la conscience, elle s'accommoderait des réalités et des diverses dimensions adoptées en dehors des métempsychoses. Il convient pourtant, pour cela, d'être apte à pouvoir admettre notre existence dans d'autres dimensions. Le voyage interne, en soi, par l'exploration de sa propre conscience, permettrait de découvrir l'unicité de cette conscience ainsi que celle des autres. La conscience ne se réaliserait pas à partir d'équilibres, mais des déséquilibres permanents. Les caractéristiques de la conscience seraient en perpétuelle transformation. Chacun de nous serait donc en continuelle transformation. La tyrannie de la matière serait une obligation à la poursuite d'une évolution. Il n'y aurait aucun sens à vouloir justifier son existence. Sauf à la nécessité d'acquérir de nouvelles capacités de raisonnement qui permettraient de comprendre la nature spirituelle de l'univers, pris dans son concept global. Différents niveaux d'évolution seraient accessibles au fur et à mesure des différents épisodes de la métempsychose. Des très hauts niveaux de réalisation spirituelle pourraient être obtenus où seule la force de la conscience serait suffisante pour pouvoir ensuite servir de guide spirituel. Le recours aux strates de la métempsychose ne serait plus nécessaire. Il est concevable d'envisager un univers de la conscience, sans le recours inéluctable et épisodique à la métempsychose, dès l'instant où les cycles seraient achevés. Les passages épisodiques dans l'univers physique seraient terminés. S'agirait-il de l'accès à un monde parallèle à celui qui nous habite actuellement? Nota, tous les textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. Épilogue. L'analyse. Cette analyse représente une expertise implacable concernant l'organisation sociale de l'espèce humaine. La situation sociale de l'humanité apparaît assez déprimante.
La présentation des principaux axes concernant l'organisation sociale de cette société et de ses modèles permet d'avoir une première approche. Ces modèles sont philosophiques, politiques, religieux, économiques et scientifiques. Ils sont les références du mode opératoire culturel de l'humanité dans son ensemble, actuellement. Le modèle religieux pourrait représenter un obstacle à l'épanouissement culturel des populations. Ces populations ont l'impérative nécessité de fonctionner en groupes sociaux. Une autre approche concerne celle du mode de fonctionnement dans l'organisation de la santé de l'humanité. Une autre encore démontre ensuite des activités pouvant paraître douteuses, faisant référence à des usages, toujours dans le domaine de la santé mais plus exactement en lui en portant atteinte. La santé des populations reste une préoccupation majeure. Les champs d'investigation contre les maladies devraient pouvoir s'améliorer. Il y aurait aussi un contrôle des populations qui serait organisé par des responsables obscurs mais très efficaces. Une équité des personnes et des entreprises, pour une meilleure contribution de chacun aux charges étatiques ne serait pas respectée. La richesse s'intensifie pour les plus riches, au détriment des autres, en appauvrissant toujours davantage les plus pauvres. Les pouvoirs politiques sont à la solde des ultra-riches. Les différents organismes mondiaux qui ont été créés ne semblent pas vouloir se préoccuper des difficultés rencontrées par les populations même lorsqu'ils font semblant de s'intéresser à elles. Le fonctionnement économique représente un autre secteur d'étude. Il s'agit d'information mais également de communication. La société humaine a besoin de communiquer et ses moyens sont multiples. Encore faut-il que ces moyens soient parfaitement coordonnés et compris. Les pouvoirs bancaires sembleraient devoir démontrer l'inverse. Les crises économiques seraient là pour le confirmer. Aucun régime, appelé démocratique, ne l'aurait jamais été. Les principaux responsables des banques se comporteraient en véritables gangsters, n'hésitant pas à ruiner les États les plus vulnérables. Même si la République française semble s'efforcer de donner des orientations exemplaires au niveau des respects de la laïcité, une nouvelle constitution pourrait apparaître plus judicieuse dans le respect des droits de ses citoyens. Des droits des citoyens qui sont continuellement bafoués. Et les nouvelles technologies réalisées pour la maintenance au pouvoir des plus forts et la mise en esclavage des populations, ne sont pas organisées pour le bien-être de l'humanité. Les organisations criminelles ne favorisent pas l'épanouissement des peuples. La croissance démographique pourrait représenter, à elle seule, un handicap majeur à l'encontre de l'espèce humaine. La référence à un environnement de l'humanité dans sa référence à l'univers est également un sujet d'étude intéressant. Une simple référence à l'organisation de l'univers physique permet de mieux comprendre combien il apparaît vaniteux à l'humanité de se considérer encore représenter le centre de cet univers. Son immensité soulève beaucoup de questions encore restées sans réponse. À son étude, ce qui surprend le plus serait sans doute le volume des connaissances qui seraient cachées aux populations. De quel droit certaines personnes se permettent-elles de s'arroger un droit exclusif à une connaissance globale, tout en laissant les autres dans l'ignorance? Auraient-ils peur que la divulgation de la vérité les fasse choir de leur situation de privilégiés? Il est intéressant de connaître les échelles de temps et de distance qui nous entourent et nous servent de repérage. Quel est notre positionnement par rapport à nos connaissances sur cet environnement universel? Un univers bien difficile à appréhender dès l'instant où nous cherchons à en comprendre sa structure. Le rôle du conscient et de l'inconscient dans nos rapports avec l'environnement nous pose aussi d'autres questions. Tous les processus sont complexes et lorsque nous croyons en comprendre une partie, celle-ci s'avère dérisoire par rapport à l'immensité de nos déficiences intellectuelles. Les explorations dans l'univers quantique représentent la plus grande avancée de l'espèce humaine dans la compréhension de son existence même. Les conséquences en sont autant philosophiques que scientifiques. L'organisation de la vie, à partir des bases présentes partout dans le cosmos, permet évidemment une plus grande humilité en face de ces mécanismes. Cependant tout nous apparaît extrêmement complexe. Le fonctionnement énergétique et magnétique du vivant pourrait aussi apporter des réponses.
Malgré tout cela, les dirigeants des États ont continué à imposer des régimes dictatoriaux, au premier prétexte trouvé. Le fonctionnement des systèmes de recherche organisés par la science est évocateur de ce résultat. Cependant, tous les résultats nous sont-ils communiqués? Il pourrait exister une recherche à partir d'examens particuliers, concernant des appareils particuliers. De la structure de l'espace à celle de l'atome, du transfert de l'information jusqu'à l'examen des particules. L'examen, bien que superficiel des génomes, permet d'avoir une approche sur l'organisation du vivant. Une recherche sur les secrets de la matière physique apporte aussi son lot de particularités. La biologie donne des informations intéressantes sur le fonctionnement du vivant. De la conscience au subconscient, les processus de l'expérience en seraient les révélateurs. Des champs électromagnétiques entoureraient tous les systèmes énergétiques en harmonie les uns avec les autres. La violence serait-elle un modèle énergétique inharmonieux? Les différents pouvoirs qui cherchent constamment à contrôler les peuples et à les asservir seraient-ils des systèmes énergétiques également inharmonieux? En 1944, était établi le programme du Conseil national de la résistance. Sa raison était d'y énoncer les principes démocratiques de la société française. Que reste-t-il des libertés ainsi mises en exergue, après l'occupation des troupes allemandes qui avaient établi leur dictature? De l'union de tous les Français, du droit au travail, du droit au pouvoir d'achat, à celui de la sécurité sociale. Tout semble remis en question, jour après jour. Quel avenir est réservé aux individus, à partir d'une ingénierie sociale et d'un transhumanisme et puis aussi d'un contrôle de la conscience humaine? Qui dirige la société humaine? Des sectes structurées, ayant établi un pouvoir parallèle et qui décideraient du sort des peuples. Des conflits armés sembleraient cacher une prise de pouvoir, d'un pouvoir globalisé sans partage, et un affrontement entre des clans cherchant à dominer la planète. Plusieurs pays seraient en coordination avec des espèces extraterrestres établies sur notre planète. L'humanité serait-elle placée sous leur surveillance? La mise au point de nouvelles technologies encore cachées pourrait être mise en œuvre. La répartition des richesses représente un vrai handicap à un développement harmonieux des populations. Pendant que les uns trichent, pour ne pas apporter leur contribution sociale, à travers le paiement des impôts, les autres, les moins favorisés, les règlent à leur place. C'est une organisation de la société où chacun s'efforce de pouvoir mieux tricher. Il en va de même dans le domaine des soins de santé. Les industries pharmaceutiques se sont octroyées les pleins pouvoirs de décision sur la santé des populations. Le profit personnel des dirigeants passe bien avant les soins devant être accordés à tout le monde. Dans les grandes écoles, qui doivent créer les nouveaux dirigeants de la société, des barbaries d'un autre âge y sont encore en vigueur. Des rites dégradants y sont organisés avec la complicité de tous leurs responsables. Comment de tels usages moyenâgeux peuvent-ils encore subsister? Quelles sont les raisons du maintien de ces pratiques particulièrement avilissantes? Des pratiques similaires sembleraient aussi exister dans les lycées de préparation aux carrières militaires, où il convient cependant de discerner que leurs adeptes sont destinés à devenir des personnes obéissantes à toutes les directives, sans état d'âme. La criminalité chez quelques élites démontre que le pouvoir permettrait tous les abus, en toute impunité. Cela montre surtout les carences dans l'organisation de l'espèce humaine souvent bien plus cruelle que chez d'autres espèces animales souvent considérées comme sauvages. Tous les secteurs sociaux pourraient en être impactés. Le libéralisme permet, lui aussi, tous les excès pourtant considérés comme improbables. La corruption dans tous les milieux sociaux n'y est pas étrangère. Les oligarchies correspondent à des systèmes mafieux parfaitement organisés, dans tous les secteurs d'une délinquance complètement débridée. Les intégrismes religieux, de quelque secte religieuse institutionnelle ou pas, à laquelle ils se réfèrent, deviennent très rapidement des dangers pour les pays où un semblant de démocratie demeurerait encore. Ces disciples religieux ressemblent à de véritables mercenaires, sans foi ni loi, mis à part celles auxquelles ils se réfèrent. Ils sont les cancers de la société humaine. Certains d'entre eux auraient même la prétention de devoir imposer leurs lois religieuses.
De nombreux États européens ont déjà eu à pâtir de leurs prétentions. Il est vrai que le laxisme des instances étatiques leur permette tous les espoirs, y compris ceux de prendre leur place. Les futures générations devront résoudre bien des problèmes, si elles en ont encore la possibilité. Mais au fait, est-il possible de comprendre que, le peuple de ce tout petit pays qu'est l'Islande ait été le seul à prendre des mesures drastiques à l'égard des voyous qui avaient mené leur pays à la banqueroute? Pourquoi les pays européens n'ont-ils pas suivi cette exemplarité? Leur population n'aurait-elle tout simplement pas été informée des forfaitures identiques qui avaient été organisées à leur encontre? Des évasions fiscales des fraudeurs parfaitement organisées, sans risque d'être inquiétés par des services étatiques paraissant incompétents jusqu'aux bulles spéculatives, tout est fait par les puissants pour les puissants et toujours au détriment de leurs esclaves. L'historique du sionisme permettrait-il de mieux comprendre le ressentiment récurrent à l'encontre des mécanismes, économiques et autres, mis en œuvre depuis des siècles? Quel sera l'avenir de l'humanité et de celui de chaque humain? Quelle sera sa longévité? Serait-il souhaitable que chacun puisse vivre au-delà de 100 ans? De nombreuses expériences particulières sembleraient démontrer que la mort ne serait qu'un passage. Ces expériences souvent déconcertantes, pour les personnes qui ont eu à les vivre pourraient le confirmer. Aurions-nous la nécessité de vivre plusieurs expériences dans ce que nous appelons l'univers physique? Quel aurait été le début de notre univers? Quelle pourrait en être sa fin? Et l'infini, aurait-il un début et une fin? Mais alors quelle utilité est-il possible d'accorder à tous ceux qui considèrent la vie comme un jeu? Et quel jeu, que celui d'empêcher les autres de pouvoir s'épanouir? Et que dire des migrations perpétuelles? Quel est donc le rôle de chacun dans cette société plus inhumaine qu'humaine? La réponse se trouve peut-être dans les méandres du cerveau. Quelles sont ses implications dans l'accoutumance aux drogues de toutes espèces, autorisées, préconisées ou pas? Quel regard pourrait nous apporter un voyageur extérieur à notre système solaire? Comment, ceux qui semblent les avoir rencontrés, sont-ils accrédités de leurs témoignages? Y aurait-il d'autres alternatives à notre modèle d'organisation sociale? Certainement plusieurs, il reste à utiliser le bon modèle. Le fonctionnement des systèmes économiques financiarisés ont provoqué d'énormes dégâts dans les modèles économiques des entreprises et des États et par voie de conséquence chez les populations qui en sont tributaires. Il s'agit en fait de l'agissement de systèmes mafieux qui se sont placés en dehors de tout contrôle avec la complicité des acteurs économiques et étatiques. Ce seraient donc des crapules qui dirigeraient la société humaine. Dans le jeu du Monopoly, la banque qui est tenue arbitrairement par un des joueurs a le pouvoir d'établir ses propres règles de distribution de l'argent dont il dispose ou qu'il peut créer. De la même façon que le joueur qui tient la banque dans le jeu du Monopoly et qui distribue l'argent dont il dispose ou qu'il peut créer, un collectif peut aussi créer un revenu de vie. L'illusion d'un emploi salarié et dûment rémunéré pour tous n'existe plus. Avec cette disparition, va s'évanouir aussi pour beaucoup, le réflexe de se définir en fonction de son activité professionnelle, lui permettant d'établir son assise sociale. Cette attitude orgueilleuse et illusoire devra disparaître, au profit d'une communauté humaine beaucoup plus animée par un désir de bienveillance à l'égard des autres que de compétition au détriment des autres et probablement à s'interroger plus encore, sur notre identité, notre rôle dans la société, notre aspiration à procréer, en regard des problèmes de démographie, et sur la nature de ce que nous voulons transmettre à nos enfants et à nos contemporains. Dans l'organisation de la société humaine, chaque État établit ses règles de distribution de sa propre monnaie. Lorsque la stratégie bancaire n'est pas visible, les règles sociales sont complètement faussées. Il n'est plus possible de comprendre comment la société humaine fonctionne. Il convient vivement d'adopter un processus sociocratique, où les décisions seraient l'aboutissement d'échanges conduisant au consentement de l'ensemble des participants par une levée progressive des objections. Il implique d'accepter a priori de sortir de la logique du pouvoir pyramidal. Il demande à chacun ouverture et souplesse, car tout le monde a exactement le même pouvoir. L'objectif est d'aboutir à une solution admise par tous et où chacun se sente respecté.
Du Golden Ratio, le nombre d'or 1,61 à pi 3,14, les équations expliquent le fonctionnement de la vie dans l'univers physique. L'écoulement du temps, lui, reste une énigme. L'espace et le temps, et même les deux réunis en espace-temps ne donnent pas plus de certitude. Le risque qu'une utilisation des nouvelles connaissances soit dirigée à l'encontre des peuples reste très préoccupant. Des pulvérisations chimiques en haute atmosphère aux dispositifs impactant des zones géographiques précises, des inquiétudes peuvent être soulevées. Des modifications des champs magnétiques terrestres seraient réalisées à partir des découvertes faites par Nikola Tesla. Mais ces découvertes ne seraient pas utilisées à des fins pacifiques comme il l'aurait souhaité. Toutes les manipulations sont organisées dans le but de tromper le public. L'univers physique, lui-même, semblerait jouer à manipuler son organisation, tout y apparaît insolite. L'avenir de notre planète apparaît bien précaire. Ses ressources sont déjà devenues précarisées. Quel modèle de ressources allons-nous pouvoir léguer aux générations futures? Pourront-ils utiliser l'énergie libre de Tesla? Des révolutions technologiques seraient en cours d'élaboration. La Russie aurait développé l'électrogravitation pour réaliser, évidemment, des armes de puissance inconsidérée. Ces armes catastrophiques sont en totale contradiction avec les effets de la physique enseignée en Occident. Seront-elles propices au bien-être de l'ensemble de l'espèce humaine ou ne profiteront-elles qu'à une petite minorité d'élus? Cela serait bien si tout le monde pouvait en profiter pour devenir plus compétent au niveau du savoir et de la connaissance. Les théories scientifiques s'ajoutent les unes aux autres. Elles se contrarient ou se contredisent. Le grand puzzle cosmique ne nous permet toujours pas de comprendre son fonctionnement, malgré les pièces trouvées. Des dogmes scientifiques s'établissent souvent à partir de convictions. Tout nouvel événement ne cadrant pas avec les théories préétablies sont tout simplement ignorés et malheur à ceux qui voudraient insister et mettre en doute des valeurs précédentes. Les recherches, la plupart du temps, sont démontrées par des équations mathématiques. Notre univers physique serait un milieu parfaitement organisé. Le hasard n'aurait donc pas sa place dans le cosmos. Les théories quantiques, toujours confortées jusque-là, par les expérimentations, démontreraient que tout n'est qu'information. Tout comportement prévisible procéderait ainsi d'une organisation initiale. Il suffirait de décrypter le code cosmique pour comprendre les raisons d'être de notre univers physique. L'étude du rapport Cometa s'est appuyée sur des témoignages parfaitement structurés, sans ambiguïté possible quant à leur probité ou à leur sincérité. L'analyse qui résulte de ce rapport considère que de nombreux domaines du savoir sont concernés par ces résultats. Ces résultats impacteraient des domaines de la défense, mais aussi ceux de l'industrie, de l'enseignement, de la recherche, des administrations centrales et des systèmes d'information. Des responsables des États seraient en contact avec des extraterrestres depuis de nombreuses décennies. Il conviendrait d'abord de comprendre que les extraterrestres seraient des créatures qui auraient une origine hors de notre conception normale d'être humain. Ces ET proviendraient tout simplement d'autres planètes appartenant à d'autres systèmes solaires et peut-être aussi à d'autres galaxies. L'opinion réelle, sur un sujet sociétal, ne peut résulter que d'une étude approfondie, quel que soit le sujet abordé. L'avancée mentale de l'humain ne peut passer que par une ouverture globale de son esprit et de sa pensée. Que certaines informations doivent être tenues secrètes, se conçoivent aisément s'il s'agit de la sécurité des peuples. Des groupes extérieurs, à l'évidence, chercheraient à nous faire partager leur savoir ou, pour le moins, à nous faire connaître ce qui leur semblerait nous être indispensable. S'agissant de notre ADN, les experts en la matière considéreraient qu'elle serait à l'origine de l'aspect extérieur de notre physique, de notre métabolisme et de l'organisation globale de notre organisme. Mais, le niveau de conscience globale de l'humain ne permet pas d'envisager une mise à niveau de ses compétences. Le passé, le présent et le futur sont des éléments qui nous échappent, au niveau de leurs concepts et aussi au niveau de leur contexte, même si nous les considérons, a priori, comme linéaires. L'importance des témoignages pourrait infirmer cette marche du temps qui nous semble si immuable.
Il pourrait être supposé, selon des allégations difficilement vérifiables, dans l'état actuel des connaissances, qu'un dôme énergétique recouvrirait notre planète et à l'insu des humains. Les initiés appelleraient cela la matrice. La spiritualité n'apparaît pas être un domaine accessible aux populations, en dehors des dogmes religieux. Elle serait réservée à ces élites, concernant un modèle de fonctionnement. Comme pour le sujet des ovnis et des extraterrestres, la spiritualité fait l'objet de discrimination afin que les populations ne soient pas dans le réflexe de tenter d'y accéder. Les élites s'efforceraient de maintenir les peuples dans un système d'inconscience, qui après réflexion, semble d'une aberration absolue. Toutefois, diverses zones peuvent aussi être des modèles permettant l'évolution de la pensée et de la réflexion, dans la quiétude. Notre univers physique serait plus vieux que notre système planétaire. Les étoiles se sont agglomérées, à cause de la force gravitationnelle et ont ainsi formé les galaxies. Les galaxies sont réunies selon des schémas que l'on ne comprend pas complètement. La plupart des étoiles, si ce n'est la totalité, seraient dotées de systèmes planétaires. Observer les galaxies consiste à les voir lorsque leur lumière nous est parvenue et non comme elles sont actuellement, à cause de leur éloignement par rapport à la vitesse de la lumière qui nous amène leur image. La lumière de la galaxie la plus proche de la nôtre met 2 millions d'années à nous parvenir. Pendant que des systèmes planétaires sont détruits, dans chaque galaxie, d'autres se fabriquent. Il y a également des particularités surprenantes au sein d'une galaxie. Les tabous scientifiques sont le cancer de la science. Rien ne devrait être laissé de côté sans avoir été préalablement étudié. La recherche scientifique ne sait pas progresser autrement que par bond. Une des particularités, dans les évidences scientifiques élaborées, consiste en la stabilité de la matière dans sa construction géométrique. Un scientifique, parce qu'il ne comprend pas une théorie, devrait pouvoir chercher à l'approfondir, ou à trouver une explication complémentaire, ou à étudier une autre théorie confirmant ou infirmant la précédente. Les particules atomiques fondamentales, par exemple, auraient toutes une masse différente. Si ces particules n'avaient pas de masse, elles ne pourraient pas se combiner pour former les atomes qui constituent absolument tout dans notre univers physique. Il n'est évidemment pas facile de définir ce qui mérite la compréhension et la compassion, à bon escient. Chaque effort spirituel exige une débauche d'énergie qui doit être produite opportunément. Il nous apparaît que nous avons le libre arbitre de nos choix. Cela implique bien sûr quelques erreurs à l'occasion. Toutefois, ce que nous considérons comme étant une erreur peut s'avérer ensuite devenir une opportunité de rectification. Notre existence elle-même serait-elle programmée pour nous permettre de nous assumer? Est-ce que la conscience fonctionne comme un dispositif d'émission d'ondes? La conscience, à partir du cerveau, véhicule-t-elle de l'information? La méfiance à l'égard des moyens de dénigrement, utilisés par nos systèmes d'information, seulement intéressés par du sensationnel, est évidente. Bien évidemment, il devient difficile aux différentes autorités politiques, philosophiques, économiques et religieuses de devoir expliquer à leurs concitoyens leurs évidents retards dans tous les domaines de l'organisation sociale humaine, par rapport à des entités venues d'autres contrées de l'univers. Il serait particulièrement déstabilisant de devoir admettre, de la part des élites, les répercussions psychologiques, culturelles et religieuses, dans la reconnaissance de ces entités particulières aux aspects extraordinairement divers. Une explication particulière concernerait des verrous de temps. Chaque être, dès sa conception, serait rattaché à 4 des dimensions de l'univers physique. Il s'agirait d'un point de référence du temps entourant chacun et d'une structure génétique lui étant spécifique. Il y aurait un environnement de référence propre à établir la singularité d'un individu. Une référence à la métempsychose permettrait d'établir des paliers évolutifs et des seuils d'expérimentation en fonction des nécessités intrinsèques de chacun. L'espace et le temps ne représenteraient alors que des zones de référence dans le processus des événements. Des voyages dans le temps et dans l'espace seraient réalisables. La théorie du champ unitaire, élaborée par Albert Einstein,
permettrait de comprendre les principes fondamentaux des champs électromagnétiques qui sont en corrélation avec des champs énergétiques supérieurs comme le soliton et les champs tensoriels, et qui permettrait au moteur anti-gravité de se déplacer à travers l'univers. La loi du silence et de la désinformation ont fait leur temps. Il conviendrait de changer de perspective. Toutefois, rien n'est très clair dans ce domaine. À titre d'exemple, il apparaîtrait que les services secrets français, qui auraient supervisé la publication du rapport Cometa, seraient les mêmes qui aient transféré le projet de recherche de la MHD de Jean-Pierre Petit, lorsqu'il était directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique de Marseille, vers les services de l'armée. Le corps humain serait constitué de 100 milliards de cellules. Chaque cellule aurait un rôle prédéfini et 3 à 5% seulement de notre code génétique seraient des gènes actifs suffisants à la réalisation de toute notre structure physique. Le caractère de l'ADN, correspondant au quatrième état de la matière, présenterait les caractéristiques d'un cristal liquide, linéaire et unidimensionnel, dont les 4 bases hexagonales, tout comme les cristaux de quartz, seraient des arrangements réguliers d'atomes. Cette particularité permettrait d'émettre et de réceptionner des ondes électromagnétiques. Le génome humain se composerait de 30 000 gènes dont 223 ne présenteraient aucune caractéristique évolutionnaire. Ils sont désignés sous le terme scientifique de « gènes étrangers ». D'où cette hypothèse d'une création de l'espèce humaine hybride. Depuis plusieurs siècles, la communauté religieuse catholique aurait eu connaissance d'entités biologiques diverses, dotées d'intelligence supérieure, évoluant dans l'espace galactique et peut-être intergalactique. Il se pourrait même que des entités particulières proviendraient d'autres univers aux structures très différentes de notre propre univers. Une théorie du champ unifié aurait permis une avancée particulière sur la téléportation. Il conviendrait encore de savoir que, dès qu'une personne atteignant les 3/4 de la longueur du tunnel temporel, sa conscience quitterait son enveloppe physique. Les verrous temporels n'y seraient plus actifs. La théorie de Nikola Tesla, qui avait précisé être en relation directe avec des ET, certifiait qu'il suffirait de faire avancer le verrou temporel d'une personne, pour que celle-ci cesse de vieillir. Nous connaissons les notions de sociétés et de culture. La notion de civilisation est plus complexe à comprendre. La civilisation se rapporte à un concept de dynamique de l'évolution. Sur notre planète, beaucoup de civilisations se sont développées et ont atteint des sommets, puis soudainement elles ont disparu. Les causes de leur disparition sont parfois explicites, parfois curieuses, parfois incompréhensibles. La valeur d'une civilisation se mesure à partir de sa dimension matérielle et de sa dimension spirituelle. Seule, la divulgation de la réalité permettra à l'espèce humaine de progresser vers une civilisation des autres planètes. La notion de civilisation repose sur un concept nécessaire d'une corrélation entre son expansion horizontale et verticale, c'est la CHV. Elle n'est encore qu'une spéculation philosophique. Son implication concerne la notion même des civilisations. Elle précise qu'une expansion durable devrait pouvoir passer par des niveaux d'élévation spirituelle où la conscience serait en rapport avec les ambitions. Toutefois, en entreprendre la démonstration est particulièrement complexe. Il est évoqué que la conscience ne retiendrait pour vrai que ce qu'elle est capable d'assimiler. La recherche fondamentale sur le fonctionnement de la conscience apparaît plus crédible, si elle est comparée aux croyances dogmatiques, admises indiscutablement, jusque-là. Il conviendrait d'établir un pouvoir de la conscience, malgré les valeurs aléatoires de ces théories non confirmables à quelque instant que ce soit. Absolument tout ce que nous pouvons visualiser, sur un écran d'ordinateur, n'est que le résultat d'un encodage numérique. De la même façon, tous les objets qui nous entourent et qui nous apparaissent matérialisés ne sont que le résultat de l'organisation des molécules d'abord, de celle des atomes ensuite et d'un hypothétique encodage des particules enfin. C'est en réalité l'encodage des interactions de ces particules qui définissent tout notre environnement. Tous les phénomènes observables pouvant apparemment résulter du hasard seraient tout simplement parfaitement structurés dans un ordre défini et caché. Tout existerait, sous un ordre mathématique précis, bien qu'insaisissable.
tout hasard apparent serait tout simplement le résultat d'une décision initiale. Le nombre, oméga, lui-même, dans son apparence d'imprévisibilité, ne serait pas non plus aléatoire. Ce nombre contiendrait des informations qui ne nous seraient pas accessibles. Les études sur la conscience sont toujours considérées comme des parties intrinsèques de la philosophie. La conscience est un sujet considéré comme trop subjectif, pour pouvoir être abordé d'un point de vue plus scientifique. La conscience pourrait-elle être abordée à partir de l'étude sur les processus de la pensée? Il s'avère que le cerveau établit des correctifs, à partir de ce que nous percevons. L'habitude est d'admettre qu'il s'agit d'une conséquence de l'inconscient, comme le réflexe de respirer, même en dormant. Pourtant, la conscience, qui détiendrait un volume extrêmement considérable d'informations, serait en fait à l'origine des processus. Scientifiquement, ce sont l'électro- et la magnétoencéphalographie, parmi d'autres techniques, qui actuellement permettraient de comprendre le fonctionnement de la conscience et de son influence sur le vivant, à partir des activités cérébrales. Comment peut-il être possible de concevoir la conscience à partir de l'étude quantique de la matière? La théorie de la relativité générale et celle de la mécanique quantique semblent être deux théories permettant d'expliquer l'univers physique, mais qui apparaissent incompatibles entre elles, a priori. Il convient encore, à cet instant, de comprendre que l'action décidée influe sur le comportement des éléments voisins. La pratique du jeu d'échecs illustre parfaitement cette constance. Le changement de position d'un élément, dans le jeu d'échecs, fait varier la valeur intrinsèque de tous les autres éléments du jeu de façon irréversible et temporelle. Il ne s'agit pas seulement des valeurs attribuées à chacune des pièces situées sur l'échiquier, mais de leur valeur stratégique. Cette notion permet de comprendre la possibilité du libre arbitre décisionnel aboutissant à un apprentissage totalement incompatible avec une notion de connexion consciente. La conscience pourrait se définir par une capacité à pouvoir s'identifier et à savoir se percevoir. Elle pourrait aussi englober une capacité à penser et à savoir se comporter en fonction des circonstances. Ce serait un modèle de perception de tout ce qui nous entoure. Elle pourrait également englober les appréhensions des expériences du vécu et du supposé vécu. Des implications particulières de la matière pourraient laisser penser à une possibilité d'interaction entre une conscience et les particules du domaine quantique. Les interactions particulières et l'activité au sein d'une particule donneraient une illusion de la masse dans la physique quantique. Cela précise que notre représentation physique, dans cet univers physique, n'est qu'une représentation de la structure de notre conscience. Il devient peut-être plus facile de comprendre la multidimensionnalité de la conscience. Sa représentation dans le physique lui permettrait alors de connaître des périodes d'expérimentation successives. Elle lui permettrait aussi d'évoluer vers un schéma prédéterminé. Certains niveaux de conscience permettraient d'expérimenter des domaines de conscience insoupçonnés et totalement incompréhensibles pour quiconque ne serait pas en mesure de pouvoir les expérimenter. De la chimie des particules à la chimie des neurones, il n'y aurait qu'un pas pour aller vers le monothéisme. Les exploitations philosophiques d'un Dieu unique permettent de comprendre les mécanismes qui s'articulent pour une suprématie de ses adeptes précurseurs. Voilà qui est bien étrange, la traduction de ce terme, Dieu, signifierait « ceux qui viennent du ciel », s'agirait-il tout simplement de prendre pour des dieux, toutes les entités biologiques extraterrestres qui seraient venues du ciel, sur des chars de feu, Dieu, pourrait n'être alors qu'une traduction inconvenable. Le tour d'horizon. Il s'agit d'un rapide tour d'horizon, dans des domaines variés. Il laisse à penser que l'humanité, à laquelle nous appartenons, n'est pas encore adulte. À l'échelle du temps universel, d'autres entités se seraient développées bien avant nous, sur d'autres planètes, dans notre galaxie et aussi ailleurs dans l'univers. Selon des modèles de référence, auprès desquels nous pourrions nous comparer, nous apparaîtrions comme de très jeunes enfants espiègles, querelleurs et asociaux. Nous sommes dans l'incapacité d'établir un modèle social équilibré et vertueux, pour chacun des habitants de cette planète. Aucune organisation sociale ne nous permet de vivre en harmonie, les uns avec les autres.
C'est sans doute logique, puisque chaque peuple sur notre planète s'est développé en totale indépendance. C'est même vrai pour chaque pays. Une apparente réalité de visiteurs multiples, provenant d'autres horizons galactiques, nous fait prendre conscience qu'il y aurait autant de différences entre ces espèces humanoïdes, ou pas, et nous, qu'il y en a entre nous et les sociétés des fourmis qui habitent notre planète. Si nous avions la possibilité d'entrer en contact avec les fourmis, pour leur indiquer la réalité de notre existence, nous risquerions de déstabiliser leurs modèles sociaux et de compromettre leurs organisations. De la même façon, des civilisations extraterrestres risqueraient de déstabiliser notre modèle organisationnel, s'ils tentaient d'interférer avec nos stratégies sociales. Malgré les nombreux témoignages concernant une réalité de leur intrusion dans notre espace aérien et une quasi-certitude de leur implication à des niveaux militaires, leur discrétion reste essentielle et totale pour l'ensemble de la société humaine. La précarité des institutions qui régissent notre société humaine, particulièrement hétéroclite d'une part, les déficiences économiques fonctionnelles d'autre part, nous font entrevoir une incapacité totale, de la part de l'oligarchie dirigeante, à élever l'humanité à un niveau supérieur d'intelligence. Tout observateur extérieur, qui serait susceptible de contempler notre niveau évolutif, serait immédiatement conscient de notre incapacité à progresser vers une évolution mentale supérieure. Une unification globale de la société humaine terrestre serait vraisemblablement indispensable pour une éventuelle entrée dans le club, peut-être exceptionnel, des extraterrestres. Il apparaît peu probable que cela puisse être envisageable avant plusieurs siècles. Peut-être, l'oligarchie, qui est à l'origine des désordres occasionnés sur notre planète, envisage-t-elle de la quitter, en laissant l'ensemble des peuples à leur triste sort. Celui de l'anéantissement, à brève échéance, de la vie humaine, dans son acception organisationnelle actuelle. Selon toute vraisemblance, cette éventuelle opportunité se serait, peut-être déjà produite, après la chute du Troisième Reich. Cette oligarchie est obligatoirement consciente des dégâts irréversibles causés à notre planète. Est-ce que ça suffirait à expliquer leur apparent désarroi, en face d'une éventuelle menace d'un débarquement massif, d'entités venues d'ailleurs? Pour quel motif, des sociétés extraterrestres interviendraient-elles? Justement, à cause de la mauvaise orientation du devenir humain. Une évidente mise en œuvre, très récente, d'informations concernant la réalité des extraterrestres s'est organisée. Toutefois, le secteur militaire est toujours en opposition avec les autorités civiles. Son organisation du silence et du dénigrement des témoignages reste prépondérante. Pourtant, cette nouvelle possibilité de préparation progressive des opinions publiques passe par différents moyens. Les plus usités, consistant à présenter des fictions, comme autant de possibles réalités. Tout y aurait été analysé. Depuis l'impact catastrophique, sur des populations découvrant un débarquement massif d'objets venus d'ailleurs, sans y avoir été préparés, jusqu'à la possibilité de résister, mais comment, à une telle éventualité? La technologie supposée, de ces voyageurs du cosmos, ne nous paraît pas encore compréhensible. L'humain ne pourra survivre qu'à partir d'un autre modèle d'organisation de la société humaine, c'est une évidence. Celui qui prévaut actuellement est destiné à un échec inexorable. Cela n'a évidemment rien de dramatique, cela permettrait à l'humain de rebondir sur un modèle social plus global, plus sécuritaire, plus responsable et plus solidaire. Et puis, la vie se développe partout, dans l'univers, dès l'instant où les conditions favorables à son développement y sont requises. L'avenir de l'espèce humaine, à l'échelle universelle, n'est qu'une probabilité de plus. La réalité de l'univers physique pourrait n'être, à son sujet aussi, qu'une construction spirituelle. Une théorie du code des chiffres, dans son élaboration fractale, semble régir cet univers, et cela, à tous les endroits de sa réalité, pour ce qu'il en serait de notre perception. Ceux qui se sont désignés comme responsables de nos modèles sociaux apparaissent bien démunis et incapables à nous diriger correctement et logiquement vers une progression intellectuelle de l'humain. Quel modèle social universel peut-il être envisagé
pour une situation humaine, dont l'avenir est tellement compromis. D'autre part, il apparaît également évident que chacun d'entre nous passe par la nécessité de phases évolutives successives. La progression de notre conscience apparaît devoir passer par plusieurs schémas d'expériences et modèles d'expérimentation, où l'univers physique n'apparaît plus qu'en une zone expérimentale, indispensable à notre devenir individuel. Cependant, l'unité humaine ne peut progresser qu'en adéquation avec la globalité, dont elle fait intimement partie. Il convient de prendre en considération aussi que l'être humain n'est qu'une espèce animale, parmi les autres. Or, toutes les espèces animales, comme les espèces végétales, correspondent à des descriptions énergétiques. La vie n'est qu'une prolifération d'énergie. L'énergie, n'apparaissant elle-même qu'en modèle d'information. L'humain est donc un prédateur, dont la première nécessité est de se procurer de l'énergie pour pouvoir se maintenir en vie. Toutefois, puisqu'il représente lui-même une source d'énergie, il est également une proie, porteuse d'informations. Les nécessités, pour chaque personne, sont d'abord d'assurer la subsistance physiologique, puis sécuritaire. Parce qu'elle vit en groupe, il lui faut déterminer son niveau hiérarchique social précis. Elle se doit d'être digne de respect, mais aussi consciente de devoir respecter les autres strates de la société. C'est seulement, à partir de toutes ces considérations, que son autonomie personnelle pourra s'affirmer. Il ne faut, pourtant, jamais perdre de vue que tout n'est, ici, que précarité, y compris la vie. Ce qui apparaît préoccupant, dans ce schéma philosophique, c'est qu'on ne parvient pas à comprendre quelle est la source d'énergie, apparemment intarissable, qui permet l'émergence d'une vie sans fin. Chaque entité, que chaque être vivant représente, serait-elle simplement contrainte à une nécessité évolutive vers un objectif de globalité? S'il en est ainsi, le combat de chacun à la survie et à la longévité s'explique. Dans le cas contraire, quelle serait alors la raison d'un tel imbroglio? Il s'agit aussi d'une exploration de la nature humaine et de son devenir. La description qui en est faite, de son organisation sociale, démontre l'incapacité totale de ses dirigeants à faire évoluer l'humain vers une intelligence supérieure. Les mêmes causes, toujours mises en œuvre, provoquent inexorablement les mêmes conséquences. Les oligarchies dirigeantes sont plus préoccupées d'asseoir leurs prérogatives et leurs privilèges et d'assouvir leurs instincts prétentieux et belliqueux. Elles se considèrent au-dessus des lois et des règles sociales qu'elles font, elles-mêmes érigées, tout en s'efforçant à ne pas les respecter. Leur cupidité intolérable emmène la société humaine vers un mur, qui précipitera tout l'ensemble vers un effondrement de la vie sur cette planète. L'explication, dans la réalité d'une prolifération de la vie, partout dans l'univers, nous fait prendre en considération que la précarité, concernant le futur de l'espèce humaine, est sans importance. La confrontation de l'humain, avec tous ces objets volants non identifiés, qui viendraient en visite, est plutôt porteuse d'espérance. La prolifération de tous ces visiteurs, particulièrement discrets, venus d'ailleurs, hors de notre système solaire, selon toute vraisemblance, nous permettra peut-être de comprendre quelle est la réalité de notre devenir. Toutefois, une remise à plat de notre organisation sociale, dans sa globalité, serait indispensable à un hypothétique sursis, dans la prolongation de l'existence de l'espèce humaine. L'auteur de cet ouvrage se présente en électron libre. Selon lui, aucune organisation, d'aucune sorte, ni philosophique ni religieuse, ni politique ni économique, ni éducative, n'est parvenue à le formater. Son regard critique sur notre société humaine en serait la conséquence. Après une scolarité difficile, il est parvenu ensuite à progresser, par nécessité économique, au sein de sa hiérarchie sociale. Il se considère comme un lanceur d'alerte un peu particulier. Son discernement n'est pas de dénoncer, mais d'informer sur les dysfonctionnements dans l'organisation de l'espèce humaine. Son analyse, sur la précarité d'une continuité de l'existence de l'espèce humaine, n'est pas sa préoccupation. Cette espèce animale, lui apparaît beaucoup trop destructrice des autres espèces et de sa planète pour qu'il lui accorde un quelconque intérêt. Sa quête est celle de l'interrogation.
Pourquoi cette espèce animale, sans intérêt à ses yeux, devrait-elle continuer à proliférer? La conscience individuelle et collective, toujours selon lui, devrait pouvoir s'élever dans d'autres schémas organisationnels de la vie. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement au format PDF en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché au format A4, en collection luxe, tout en couleur et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre. Après